Et si on pouvait voir l'invisible? Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technologie qui a quand même décroché un prix Nobel, une technologie qui nous a ouvert les yeux sur les secrets les plus intimes de nos cellules et même de notre ADN. La question de départ, elle est à la fois toute simple et hyper complexe. Comment est-ce qu'on peut voir un objet qui est plus petit que l'onde lumineuse censée nous le montrer? C'est un peu comme si on essayait de peindre un détail minuscule avec un pinceau énorme. Eh bien, c'est ce défi qui a bloqué les scientifiques pendant des siècles. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Cette première partie, elle est consacrée à la barrière physique qui nous a empêchés pendant très longtemps de voir les véritables briques de la vie. Ce problème, il a un nom. C'est la limite de diffraction. Pour faire simple, imaginez que les ondes lumineuses sont de grosses vagues. Elles peuvent nous dire qu'il y a un rocher, bien sûr, mais elles sont beaucoup trop larges pour en dessiner les contours précis ou pour voir les petits coquillages qui sont dessus. C'est exactement ce qui se passe à l'échelle de la cellule. La lumière elle-même crée une sorte de flou qui masque tous les détails les plus fins. Si on regarde cette échelle, c'est très parlant. On voit bien qu'une cellule ou son noyau, c'est assez grand pour être vu avec un microscope classique. Pas de souci. Mais dès qu'on essaye de descendre plus bas, eh bien on se heurte à cette fameuse barrière des 200 nanomètres. Et les protéines, les molécules, elles sont bien en dessous. C'est tout un univers qui nous était complètement inaccessible, un vrai mystère biologique. Bon alors comment on a fait pour contourner ça? On passe maintenant à la solution, une idée absolument géniale qui a trouvé un moyen très astucieux de contourner ces lois de la physique. Une idée qui, je le rappelle, a valu un prix Nobel. L'idée, elle est brillante parce qu'elle est simple. Au lieu d'essayer de tout éclairer en même temps, on va faire en sorte que les molécules clignotent les unes après les autres. Pensez à une nuée de lucioles dans la nuit. Si elles s'allument toutes en même temps, on ne voit qu'une grosse tache de lumière floue. Mais si elles s'allument une par une, là on peut repérer la position exacte de chacune d'entre elles. C'est exactement ça le principe. Alors, en pratique, comment ça se passe? C'est un processus en 4 étapes. D'abord, avec un laser, on allume juste quelques molécules au hasard. Ensuite, une caméra prend une photo de ces quelques points lumineux. Comme ces points sont bien séparés les uns des autres, un ordinateur peut calculer leur centre avec une précision incroyable. Et enfin, on recommence ça des milliers de fois. À chaque fois, on ajoute les nouveaux points localisés. Et petit à petit, comme un puzzle, une image d'une netteté folle se construit sous nos yeux. L'idée centrale, c'est donc d'activer et de prendre en photo les molécules de façon séquentielle. Ça peut paraître presque évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une vraie révolution. Publiée en 2006, cette technique a reçu le prix Nobel de chimie à peine 2 ans plus tard, en 2008. Ça vous donne une idée de l'impact que ça a eu. Mais bien sûr, comme souvent en science, une solution brillante amène à un tout nouveau problème. Et dans ce cas, c'était un véritable déluge de données. Ce qui nous amène à notre section suivante. Le gros souci, c'est la vitesse. Prendre des milliers d'images, ça prend un temps fou. Le problème, c'est que les cellules, elles sont vivantes. Elles bougent, les choses changent à l'intérieur. Alors la solution logique, ce serait quoi? D'accélérer en activant plus de molécules en même temps. Sauf que si on fait ça, on retombe sur notre problème de départ, les points lumineux se chevauchent de nouveau et on se retrouve avec un gros pâté flou. Et là, le défi change complètement de nature. Ce n'est plus un problème d'optique, de physique, c'est devenu un casse-tête informatique. La question est maintenant, comment est-ce qu'on peut démêler ce bazar de données pour retrouver la position de chaque molécule? Et c'est là qu'intervient une idée mathématique vraiment puissante, une approche qui est capable de retrouver le vrai signal, même quand il est noyé au milieu du bruit. Ce concept s'appelle l'optimisation parcimonieuse. L'idée est assez intuitive. Face à un problème qui a plein de solutions possibles, on va demander à l'algorithme de trouver la plus simple, celle qui utilise le moins d'éléments possible. En gros, c'est comme si on disait à l'ordinateur « Écoute, je sais que l'image que je cherche est juste une collection de points bien nets. Alors trouve-moi la combinaison de points la plus simple qui peut expliquer cette bouillie lumineuse que j'ai photographiée. » Et le résultat, il est juste spectaculaire. À gauche, une reconstruction classique nous donne une image floue, illisible. Et à droite, en appliquant ces principes d'optimisation parcimonieuse, l'image devient parfaitement nette. On voit la structure qui était complètement cachée. C'est toute la puissance de cet outil mathématique. Au fond, la force de cet algorithme vient de cette contrainte, trouver la réponse la plus simple qui explique les données. On ne cherche pas la complexité, au contraire, on cherche l'élégance et l'efficacité. Et on arrive à la dernière partie, parce que le plus fou dans cette histoire, c'est que cette idée mathématique, elle a des applications qui vont bien au-delà de la microscopie. Cette méthode, cette astuce pour extraire quelques informations qui comptent vraiment au milieu d'une masse de données confuses, elle est incroyablement polyvalente. Alors, où d'autre est-ce qu'on pourrait bien l'appliquer? 3 milliards. C'est le nombre de paires de bases dans un génome humain. On parle d'un problème de données d'une toute autre échelle. Et pourtant,
la structure de ce problème est étonnamment similaire. En génomique, le défi, c'est quoi? C'est de trouver, parmi des milliers de gènes et des milliards de points de données, la petite poignée de gènes qui est réellement responsable d'une maladie. C'est, encore une fois, le même problème de chercher une aiguille dans une botte de foin. L'idée de base, c'est ce qu'on appelle la sélection de variables. On part du principe que sur des milliers de gènes, seule une toute petite fraction est vraiment décisive pour une maladie donnée. Autrement dit, on suppose que la cause de la maladie est, elle aussi, parcimonieuse. Et c'est là que tout se connecte. Les mêmes principes mathématiques, cette même optimisation parcimonieuse qui nous permet de voir des détails incroyables en nos cellules, eh bien ce sont les mêmes qui aident les chercheurs à isoler les gènes critiques dans notre ADN. C'est la même clé pour deux serrures incroyablement complexes. Ça nous laisse avec une dernière question. Dans un monde où on est littéralement inondé de données, que ce soit en biologie, en intelligence artificielle, partout, quels autres mystères pourrait-on bien résoudre en se concentrant simplement sur la recherche des quelques éléments qui comptent vraiment ?